Cet événement sera enregistré et on pourra vous partager la rediffusion de cet événement à l'issue de son enregistrement. Très bien. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, l'intitulé de ce webinaire, c'est « La lumière est omniprésente avec ANSYS PEOS. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez ». Dans le sens où le logiciel ANSYS PEOS va vous permettre de voir en avance les performances optiques lumineuses de vos produits. Je m'appelle Marin Delacroix, je suis ingénieur d'application chez CADFEM et je suis aujourd'hui accompagné de Julien Duchesne, qui est product spécialiste sur ANSYS PEOS, ingénieur optique et qui utilise depuis 10 ans le logiciel PEOS, donc il est du côté de l'éditeur de logiciel ANSYS. Si vous ne connaissez pas encore CADFEM, nous sommes partenaires du coup d'ANSYS depuis les années 80. Donc nous avons une activité de distribution et de prestation de services qui tourne autour de la simulation. Donc nous sommes répartis dans à peu près une vingtaine de pays. Du côté de l'équipe francophone, nous sommes basés à Lyon et à Renan, à côté de Lausanne. Nous avons aussi un petit bureau en Tunisie. Donc on a toujours un fonctionnement qui se rapproche de celui d'une entreprise familiale. Et auprès d'ANSYS, on a le statut de partenaire élite, donc qui est le plus haut niveau de partenariat qu'on peut avoir avec cet éditeur de logiciels. Donc CADFEM distribue les produits ANSYS et Rocky, ainsi que des extensions qui sont développées par nos équipes de développement donc chez CADFEM en interne. Et donc la simulation, c'est plus qu'un logiciel, c'est notre slogan. Hein. Donc c'est-à-dire que autour de la simulation, on propose aussi donc des formations, que ce soit des formations au catalogue, donc inter-entreprises que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Et puis on fait aussi des formations plus spécifiques pour répondre à vos besoins toute l'année. Et donc à propos de ces formations, en ce moment, on les propose en virtuel pour permettre de respecter les mesures sanitaires en vigueur sur des machines virtuelles. Et donc, comme ça, les formateurs ont la main sur les machines des participants et ça fonctionne relativement bien. Donc, à côté de ça, on assure bien sûr le support technique pour tous les clients qui ont choisi de travailler avec nous, donc de manière continue avec un numéro de téléphone veillé en permanence toute la journée ainsi qu'une adresse mail. Donc, on a aussi une petite activité de consulting à l'issue desquels, à l'issue des projets de consulting, on vous restitue le projet sous forme d'un transfert de compétences. Et comme ça, vous pouvez par la suite être autonome et être en mesure de réaliser ces projets vous-même. Maintenant, un petit mot sur l'éditeur de logiciels, donc ANSYS. Donc ANSYS, c'est une très grosse société américaine que vous connaissez peut-être pour ses logiciels de simulation déjà mécanique et CFD. Et puis en fait, autour de ça, il y a beaucoup d'autres physiques que ANSYS permet de simuler. Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur la partie optique. Donc qui permet d'adresser toute une variété d'industries, donc de l'industrie automobile jusqu'aux semi-conducteurs et puis aux procédés chimiques. Donc l'optique, elle va particulièrement être pertinente pour le secteur des transports, de l'éclairage, des biens de consommation et aussi du médical. Donc maintenant, pour le programme d'aujourd'hui, donc d'abord, je laisserai la main à mon collègue Julien Duchesne, du coup côté éditeur de logiciel, pour qu'il nous rappelle un petit peu les tendances que, en tant qu'éditeur, il voit apparaître dans la simulation optique. Puis après, on décrira un petit peu plus en détail ce que c'est que la simulation optique et comment on peut construire des prototypes optiques virtuels. Après, donc, je reprendrai la main pour faire quelques démonstrations dans le logiciel ANSYS PEOS, donc qui iront des produits électroniques, dans des produits de consommation électroménager, ou bien des produits qui s'appliquent plus au secteur de l'éclairage. Julien, après, vous présentera comment nos clients utilisent ANSYS PEOS, donc des clients du domaine de l'éclairage et à nouveau des biens de consommation, donc des produits plutôt électroniques. Et puis enfin, on verra comment la simulation lumineuse, comment elle s'intègre dans tout l'environnement de simulation multiphysique proposé par la suite de produits ANSYS, et puis ce qui nous amènera à une conclusion et une séance de questions-réponses. Donc à nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on essaiera d'y répondre en fin de présentation. Donc Julien,
te laisse la main et voilà, je te laisse prendre la main. Oui, alors je vais partager mon écran. Et voilà. Donc dès que tu me confirmes que tu vois mon écran, j'y vais. C'est bon. Ok, merci Marin pour cette introduction. Donc je vais débuter en rappelant les tendances effectivement qu'on peut voir aujourd'hui dans le domaine de l'éclairage. Et dans la session d'aujourd'hui, ce qu'on appelle ce qu'on va voilà, appeler l'éclairage, c'est tout ce qui couvre le domaine de la lumière visible. Donc aujourd'hui, la simulation dans le domaine de la lumière et de l'optique, principalement dans le domaine de la lumière visible, vont bien évidemment nous aider, vous aider dans votre cycle de développement à réduire le time to market, donc le temps passé à développer les produits, également à optimiser l'apparence allumée de vos produits qui incorporent de la lumière. On peut également travailler sur les problématiques de visibilité et d'accessibilité à l'information quand on parle de produits lumineux, donc des boutons, des écrans qui fournissent de l'information à l'utilisateur. Également, très important de rappeler que la simulation va aider à trouver les bons compromis pour passer le plus vite possible, le mieux possible, les différentes normes que l'on va pouvoir trouver dans le monde de l'éclairage, que ce soit dans l'auto, dans l'éclairage routier, etc. Ou même créer, spécifier les meilleures régulations pour les applications futures. Également un gros travail sur tout ce qui est qualité perçue. On voit aussi beaucoup de sujets actuels sur tout ce qui est l'étude et sur la diminution des réflexions, le tout pour ramener plus de confort aux utilisateurs finaux des produits qui sont soumis à ces systèmes d'éclairage. Alors, les grands domaines dans lesquels on va retrouver de la lumière visible, et c'est autour de ces domaines-là qu'on va parler aujourd'hui. Ben, premièrement, bien évidemment, le lighting, le general lighting. Donc aujourd'hui, les systèmes d'éclairage deviennent intelligents. Beaucoup de travail sur la connexion, mais également la couleur et le confort amené par ces systèmes. Et également toujours beaucoup de contraintes et donc de challenges autour de ce qui est l'éclairage routier ou certains domaines de l'éclairage intérieur, principalement les environnements normés, où il est très important de maîtriser sa conception pour atteindre les normes le plus rapidement possible. Donc les tendances dans le domaine du lighting, toujours la LEDification, toujours encore beaucoup de luminaires à passer à la technologie LED, les luminaires connectés intelligents qui de plus en plus s'adaptent au rythme de l'humain pour mettre l'humain, l'utilisateur final, au cœur de la politique d'éclairage. Donc on voit beaucoup de luminaires qu'on peut qualifier de human-centric, donc qui vont s'adapter au moment de la journée, qui vont s'adapter aux conditions d'éclairage extérieur, qui vont s'adapter à l'heure, tant sur les puissances que sur les couleurs. Donc c'est les tendances qu'on observe aujourd'hui. Ensuite, beaucoup de lumière, beaucoup d'optique, beaucoup de technologie autour de la lumière dans l'automobile ou le transport de manière générale. Bien évidemment, tout ce qui est éclairage extérieur, à la fois pour éclairer, mais également pour enjoliver, voire pour démarquer des voitures. Hein. On voit bien qu'aujourd'hui, la lumière n'est pas juste là pour éclairer, mais elle est également là pour faire connaître une marque, par exemple. Toutes les contraintes, tous les produits lumineux également à l'intérieur de la voiture, donc les écrans, les aiguilles, les guides de lumière pour amener une ambiance lumineuse, les liseuses, etc. Et
des nouveaux produits pour ramener de l'information au conducteur, donc tout ce qui est écran, Human Machine Interface, les affichages tête haute également, qui sont de plus en plus présents dans les véhicules, étant donné que ces véhicules deviennent de plus en plus autonomes, donc avec des capteurs, des lidars, des caméras pour justement pouvoir ramener de l'autonomie au véhicule. Le fait de ramener de l'autonomie au véhicule nécessite quand même de ramener de l'information au conducteur sur la manière dont cette autonomie se fait, voire alerter l'utilisateur. Donc, le sujet de ramener de l'information et autonomie sont étroitement liés dans les domaines du transport. Et toutes ces fonctionnalités sont principalement liées à la lumière et à l'optique. Donc ici, on peut voir une cartographie de tous les composants d'une voiture qu'on peut développer, optimiser à l'aide de SPEOS et de la simulation de la lumière. Donc ça va des systèmes d'éclairage aux capteurs type lidar et caméra. Et aujourd'hui, on s'intéressera également aux biens de consommation. Beaucoup de lumière également dans tous ces produits divers et variés, donc du lighting, de l'éclairage, du rétroéclairage dans des claviers ou sur n'importe quel objet qu'on va retrouver dans la maison, du simple bouton on-off qu'il faut illuminer correctement au système de rétroéclairage, jusqu'aux écrans de nos smartphones, de nos télévisions, l'appareil photo sur leur smartphone. Tous ces produits font appel à la lumière, à l'optique, et donc on peut travailler dessus avec SPEOS. Donc, dans les biens de consommation, on verra quelques exemples plus tard. Les tendances, bien évidemment, c'est de ramener un éclairage fonctionnel. Donc, comme on peut le voir ici dans un four, dans un frigo, il faut éclairer. Donc, un système d'éclairement qui sert à éclairer, mais également à délivrer de l'information. Comme on peut le voir, un bouton on-off, un display sur une machine à laver, etc., jusqu'à créer un différenciateur au produit, souligner une marque, inciter un achat dans un magasin en rajoutant de la lumière, un joli logo illuminé peut faire la différence quand on pose un produit en rayon. Et on voit également de plus en plus d'utilisateurs qui cherchent à utiliser la lumière pour se démarquer, comme ça a été fait il y a 10 ans par des fameuses marques de voitures allemandes. Alors, dans tout ça, quelque chose qui est très important pour pouvoir utiliser la simulation de manière fidèle et prendre des décisions sur ce qu'on appellera les prototypes virtuels, c'est la capacité à comprendre, simuler, restituer la vision humaine. Donc, faire une simulation de la lumière, c'est bien. Être capable de restituer comment cette lumière va être perçue par un œil humain, c'est obligatoire pour être capable de prendre des bonnes décisions. Ici, un exemple simple, on voit que dans l'endroit où le A est écrit et où le B est écrit, on a une case blanche de notre échiquier, on a une case grise de notre échiquier, et on voit clairement avec nos yeux, notre œil, que le B est dans le blanc et dans un environnement qui est plus lumineux vu qu'il est dans le blanc. Mais si on isole en fait la case A ou B, si l'animation veut fonctionner, voilà, on se rend compte qu'en termes de luminance, donc en termes de quantité de lumière réfléchie par la zone A et la zone B, on a exactement la même quantité de lumière. Donc, si on faisait une simulation et qu'on regardait que les valeurs pures, on aurait la même valeur. Mais quand on remet dans son contexte et on est capable de voir comment l'œil va percevoir la scène avec ses dynamiques, avec son comportement face au contraste, aux couleurs, etc., et ben, c'est complètement différent. Donc, si on veut prendre les bonnes décisions quand on regarde un produit, il faut vraiment être capable de restituer comment l'œil va percevoir la scène complète dans son contexte, donc en prenant en compte également la lumière ambiante.
Donc, c'est ce que Speos permet de faire, c'est de restituer la simulation de la lumière pour un œil humain et vraiment reproduire les mêmes comportements. Donc, encore une fois, la même dynamique et la même sensibilité que le plus complexe, le plus des sensors, des capteurs de lumière qui est l'œil. Voilà, alors pour résumer, Speos, et c'est ce qu'on va voir dans la suite avec Marin, est un logiciel de simulation de la lumière qui, sur une technologie de tracé de rayons, permet de visualiser le chemin de la lumière pour quantifier les performances de ce système lumineux et produire des rendus allumés ou éteints des produits qu'on est en train de développer avec Speos. Donc ici, un petit teaser pour montrer tout ce qu'on va voir ici, c'est des simulations. Où est-ce que Speos est utilisé, comment il est utilisé, pour la lumière visible, pour la lumière invisible, dont on parlera demain dans un second webinaire plus sur l'UV, l'IR et les capteurs. Donc, on voit ici la capacité de simuler ces différents domaines spectraux, restituer la vision humaine, le travail sur les displays, la visibilité, la légibilité. Aujourd'hui, donc, beaucoup de travail sur les capteurs, donc les lidars, les caméras, qui soient dans le domaine du visible, dans le domaine du thermal, les prises en compte de la météo. Beaucoup de travail sur la connexion avec d'autres outils, comme ici Zimax pour importer des combinaisons de lentilles et resimuler les capacités des caméras. Donc très important dans toute la tendance actuelle de l'autonomie. Des outils de design optique que Marin nous présentera en démo live pour créer très rapidement des composants optiques type guide de lumière, réflecteur, travailler sur les champs de vision des caméras. Speos va également fournir tout un tas d'outils pour bien comprendre le chemin de la lumière et savoir où optimiser, et également avoir une expérience de restitution via le rendu physico-réaliste pour prendre des décisions sur les prototypes virtuels. Donc, pour résumer ce qu'on vient de voir, voilà, Speos va offrir la capacité de la mesure des matériaux, des caractéristiques des matériaux, en passant par la définition des sources, des capteurs, en passant par le lidar, la caméra et la vision humaine, de restituer les performances ou le rendu des objets. Et très important, cette chaîne qui va de la caractérisation à la restitution permet à Speos d'être très précis et a été certifié par la Commission internationale de l'éclairage pour sa précision, étant donné que en utilisant des inputs précises, on atteint 97% de précision grâce aux algorithmes de tracé de rayon. Un exemple rapide de cas de rendu avec Speos, on part d'un design 3D et on arrivera à produire ce type de prototype virtuel. Donc, à gauche, une image réelle, à droite, un rendu que Speos peut fournir. Donc, on voit exactement les mêmes couleurs, contrastes, réflexions. Encore une fois, pour être capable d'être confiant dans la simulation et prendre des décisions sans investir du temps et de l'argent dans les prototypes. Quelques exemples, quelques références intéressantes d'utilisation. Donc, beaucoup d'utilisation dans le domaine de l'automobile, comme vous pouvez le constater, mais pas que. Dans l'éclairage, dans les biens de consommation, dans la high-tech, dans le médical, aérospace, etc. Donc cette fois-ci, je vais redonner la main à Marin qui va nous montrer sur des cas plus liés à l'éclairage général et aux biens de consommation, comment Speos peut aider à développer des composants très rapidement, valider les performances de ces composants en vérifiant les normes, en vérifiant les distributions de lumière, donc intensité et éclairement, mais également en ayant des rendus tant sur l'éclairage en lui-même que sur les rendus allumés ou éteints de ces composants, comme on peut le voir ici avec des rendus de feux de voiture. Voilà, Marin, je te redonne la main. Ça marche.
Merci beaucoup Julien pour cette introduction très complète au prototypage virtuel sur la simulation optique. Dites-moi quand mon écran est à nouveau C'est chez OK. moi. OK. Donc là, l'idée, ça va être maintenant de plonger dans le cœur du logiciel et de voir comment on interagit avec l'interface d'ANSYS-PEOS. Donc tout d'abord, ANSYS-PEOS, c'est un outil qui est intégré à un modeler qui s'appelle SpaceClaim. Donc c'est le modeler ANSYS. Et donc à ce modeler-là, on est venu rajouter des fonctions donc dans le bandeau supérieur de création de prototypes virtuels, donc avec des sources lumineuses, des capteurs, des simulations, la création de matériaux et la création aussi de composants optiques optimisés. Donc dans cette première démonstration, on va s'intéresser à une tablette sur laquelle on va vouloir venir optimiser un petit peu les performances optiques des voyants latéraux. Donc on peut imaginer que c'est une tablette électronique. On va surtout s'intéresser à ces voyants latéraux. Donc, la lumière, elle est emmenée vers ces voyants par l'intermédiaire d'un guide de lumière, donc c'est une pièce transparente. Et donc la source, c'est une source LED verte, bleue et rouge. Et donc dans un premier temps, on peut tout de suite lancer une prévisualisation de, euh, de la manière dont cette tablette apparaît dans ces conditions d'observation grâce à la fonction de prévisualisation sur carte graphique, sur GPU. Et donc là, on a une simulation qui tourne en temps réel et à chaque fois qu'on change de point de vue, les rayons sont relancés pour qu'une simulation optique tourne. Donc c'est comme ça qu'on peut très rapidement identifier les endroits où il va falloir apporter des correctifs sur une première variante de design. Donc là, on peut changer les points de vue qu'on a définis. Et là, on s'aperçoit tout de suite que les voyants qu'on cherche à rétroéclairer, ils ne sont pas éclairés de la même manière. Et certains ne sont même pas distinguables. Typiquement, la maison. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'au niveau de la touche Power, il y a des fuites de lumière. Donc, on voit une sorte de cerceau lumineux autour de la touche Power qui provient probablement d'une conception pas optimale de cette pièce. Donc, on va voir un petit peu maintenant comment on peut résoudre les problèmes qu'on identifie grâce à cette prévisualisation en temps réel, en descendant d'un niveau et en s'intéressant à des simulations un petit peu plus au niveau local. Donc, on va aller poser un capteur juste au-dessus de ces voyants pour pouvoir aller regarder un petit peu plus en détail comment la lumière voyage jusqu'à ces voyants-là. Donc là, on peut afficher ça en vraie couleur ou en fausse couleur pour tout de suite identifier un point chaud dans le capteur, dans le voyant qui symbolise la maison et aller du coup récupérer, ça c'est vraiment puissant, le chemin des rayons qui génèrent un point chaud. Donc là, on isole le point chaud qu'on a identifié dans la maison et on comprend tout de suite que ce point chaud, il est lié au fait que les rayons lumineux, ils voyagent directement vers ce capteur-là vers ce voyant-là sans être déviés. Et donc, on peut même du coup filtrer, est-ce qu'on veut afficher le chemin des rayons bleus, le chemin des rayons verts ou le chemin des rayons rouges pour y savoir si la tendance est la même pour toutes les longueurs d'onde qui sont impliquées dans le modèle. Voilà, on peut vraiment filtrer très intelligemment les rayons qu'on veut isoler. Donc, c'est vraiment des outils d'aide à la conception qu'ANSYS-PEOS nous fournit. Et donc là, on va maintenant s'intéresser, donc descendre encore d'un cran dans l'optimisation de ce guide de lumière-là. Donc pour ça, on a un outil d'aide à la conception à nouveau qui s'appelle la simulation interactive, donc avec laquelle on va tracer des rayons de manière pratiquement instantanée, hein, à chaque fois qu'on fait une modification, un peu avec une approche pâte à modeler qui est permise par le modeling direct de SpaceClaim. Par exemple, on va changer un rayon de courbure d'une des faces, et puis direct tout de suite après, on voit les rayons lumineux qui sont à nouveau déviés et une simulation lumineuse qui est relancée. Donc les rayons qui sont bien déviés en respectant les lois de la physique. Et donc c'est comme ça qu'on peut itérer très efficacement pour optimiser, là, dans cet exemple, ce guide de lumière. Donc une fois que c'est fait, on peut remonter d'un cran dans la simulation et relancer la simulation d'éclairement de nos 3 voyants. Donc c'est des simulations photométriques, c'est vraiment très, très rapide, hein. Là, je l'ai un peu accéléré, mais ça prend pas plus de quelques minutes sur 4 cœurs. Donc une fois qu'on a optimisé, on peut tout de suite relancer une simulation et on va voir si le point chaud, il est toujours aussi vif ou pas. Donc là, on constate qu'il est déjà moins vif, mais l'avantage, c'est aussi qu'on a réussi à renvoyer plus de lumière vers le symbole de l'œil qui manquait un petit peu de luminosité. Donc là, on voit direct si le correctif qu'on a apporté est efficace ou pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire efficace? C'est de mettre des valeurs en face de
de ces images en fausse couleur. Et donc là, on va pouvoir les relever, faire des mesures dans une zone dont on va spécifier l'emplacement et l'étendue grâce aux outils de mesure offerts par ANSYS PEOS. Donc ces mesures qu'on va créer dans chacune des zones de l'espace de notre capteur peuvent être sauvegardées dans un modèle de mesure qu'on va pouvoir déployer et diffuser à ses collègues pour vraiment systématiser des mesures qu'on souhaite faire et répéter sur un modèle. Donc là, on va pouvoir relever un éclairement moyen sur chacun des capteurs. Mais on peut aussi relever l'éclairement le long d'une trajectoire. Donc là, typiquement, je vais créer une ligne qui va me servir à aller comprendre comment l'éclairement évolue entre le point de départ et le point d'arrivée de cette ligne en traçant un diagramme, par exemple, que je peux exporter dans Excel, puis que je peux modifier de manière très flexible le point de départ, le point d'arrivée, et il n'y a pas de problème. Et du coup, là, si maintenant on s'intéresse plus à la colorimétrie, donc qu'on va aller faire relever des coordonnées colorimétriques dans l'espace des couleurs, donc avec les coordonnées UV que vous connaissez peut-être. Là, on peut demander, donc aller positionner un point dans lequel on va faire une mesure de couleur. Et donc là, on peut choisir de relever une des coordonnées, mais ce qui va surtout être intéressant, c'est de positionner ce point dans l'espace colorimétrique, et puis de le situer par rapport à une couleur définie dans un standard, qui est aussi inclus dans le logiciel. Hein. Donc là, comme ça, j'ai un standard que j'importe qui me dit qu'est-ce que c'est que j'appelle du blanc, qu'est-ce que c'est que j'appelle du jaune, qu'est-ce que c'est que j'appelle du rouge. Et donc, si je veux ramener ma couleur plus près de ce qu'on appelle le blanc, on va pouvoir aller aussi modifier la puissance de chacune des sources. Donc, par exemple, si on va baisser la source bleue, on est capable de ramener la couleur plus proche du blanc. Donc, vous voyez, il y a ma petite croix qui se rapproche du white. Et donc, là, on peut un peu créer sa recette colorimétrique pour faire en sorte que la couleur de nos voyants corresponde à une couleur qu'on a définie comme étant du blanc. Et donc, une fois qu'on a trouvé une recette qui nous va bien, on va pouvoir venir la sauvegarder avec un titre. Hein, on appelle cette couleur. Là, pour faire du blanc, il me faut tant de pourcents de bleu, tant de pourcents de rouge, tant de pourcents de vert. Donc maintenant, on peut aussi, souvent on a besoin de respecter certains critères. Hein, donc ça, on peut aussi le faire directement dans l'outil de post-traitement d'ANSYS PEOS. Et donc là, on va pouvoir relever par exemple l'éclairement moyen et dire qu'il ne doit pas être inférieur à un certain seuil. Donc là, on va tout de suite voir avec un code couleur, hein, vert ça passe, rouge ça ne passe pas. Est-ce que la règle est respectée? Donc et comme ça, on a directement l'information dans l'interface. Vous voyez qu'il y a un petit point vert. L'éclairement moyen dans la maison respecte le minimum que je me suis fixé. Donc maintenant que j'ai fait ces correctifs-là, je peux retourner voir dans mon assemblage global ce que ça donne au niveau de la perception de mes voyants dans les conditions d'observation toujours de ma tablette. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on travaille dans ANSYS PEOS. On part du modèle global, on regarde ce qui ne va pas, et puis on descend d'un cran pour aller optimiser ça de manière locale. Et donc en restant dans la même interface, c'est ça. Voilà, on a tous les outils qui permettent de nous aider à être efficaces. Donc voilà, pour cette première démonstration, l'idée c'était vraiment de montrer comment on va apporter des correctifs grâce aux outils de modeling direct d'ANSYS PEOS. Mais on peut aussi du coup concevoir d'emblée des pièces qui sont optiquement, qui ont déjà des bonnes performances optiques. Donc pour ça, j'ai une deuxième démonstration. Et donc là, on va plutôt s'intéresser, on va imaginer que le corps violet, c'est un morceau d'un produit électroménager dans lequel on va vouloir intégrer un guide de lumière. Donc envoyer de la lumière vers le sommet de la pyramide que vous voyez en bleu, le long de la courbe que vous voyez en noir. Et donc on a tous les outils qui permettent de faire ça de manière très efficace. Donc là, on a une source rouge hein, dont on va vouloir extraire de la lumière tout le long d'un guide qui suit la courbe en question. Donc avec les outils de ces outils d'aide à la conception, je peux sélectionner la courbe guide, la direction dans laquelle je vais vouloir extraire la lumière, et puis de demander si mon guide, je veux qu'il ait une forme circulaire, régler le diamètre, dire si je veux faire des prismes qui ajoutent de la matière, qui enlèvent de la matière. Et donc voilà, je peux travailler avec des réglages assez défauts hein, et voir déjà dans un premier temps qu'est-ce qui va se passer. Donc là, simplement, en ayant cliqué sur Play, j'ai cette forme que vous allez voir, elle est quand même déjà assez complexe, qui a pu être générée en 20 secondes. Hein. Et
ça prendrait quand même pas mal de temps à faire à la main sans un outil adapté. Donc là, cette forme, on va lui donner un matériau, hein. On va la mettre dans une simulation optique. Et puis, on va à nouveau pouvoir utiliser cet outil de prévisualisation en temps réel pour voir tout de suite si la forme qu'on vient de créer, elle permet d'atteindre le but qu'on se fixait, donc c'était d'envoyer la lumière dans une direction tout le long du guide. Donc là, ce qu'on voit dans un premier temps, c'est que ça semble, c'est un bon début, mais la lumière n'est pas du tout encore homogène le long de l'abscisse curviligne de ce guide-là. Donc en fausse couleur, on voit très bien qu'il n'y a qu'un seul point chaud. Et donc on va se garder une petite capture dans un coin pour voir comment on va arriver à optimiser ça et comparer ça avec cette capture. Donc là, on va retourner du coup à l'étape de conception de ce guide. Et on va pouvoir aussi, donc on a constaté que les réglages par défaut n'étaient pas suffisants. Et donc là, on a tous les paramètres importants qui sont exposés. Donc on va pouvoir adapter un petit peu la longueur des prismes. On va pouvoir aussi aller dire qu'ils ne sont pas tous enfoncés d'une quantité constante le long du guide de lumière. Donc, par exemple, on va vouloir dire qu'au début du guide de lumière, les prismes ne sont pas trop enfoncés. Et puis, à mesure qu'on progresse le long du guide, on va vouloir extraire de plus en plus de lumière pour ramener de la lumière jusqu'au bout du guide. Faire en sorte qu'au bout du guide, on arrive aussi à extraire de la lumière. Donc, on a tous ces points de contrôle qu'on va pouvoir ajouter pour atteindre une performance qu'on cherche à obtenir. Donc, à nouveau, on a tous les paramètres pertinents qui sont exposés pour atteindre l'objectif qu'on souhaite atteindre. Donc là, maintenant, on peut simplement donc relancer la génération de notre guide de lumière. Et on va tout de suite voir comment les paramètres qu'on a modifiés se répercutent déjà sur la géométrie et puis après sur les performances optiques. Donc là, voilà, là on voit l'allure des prismes a changé. Les matériaux ont été réattribués automatiquement, la simulation a été mise à jour et on peut à nouveau utiliser cet outil de simulation en temps réel. Donc là, on n'a pas à attendre et tout est pris en compte. On constate tout de suite qu'on va dans la bonne direction, qu'on arrive à bien extraire de la lumière de plus en plus loin jusqu'au bout du guide, que ce soit en vraie couleur ou en fausse couleur. Et comme ça, si on compare avec la petite capture qu'on avait prise juste avant, ben on voit que très efficacement, on a pu optimiser ce guide de lumière. Donc pour les non-opticiens, ça permet de créer des prismes dans la bonne direction et qui permettent de dévier la lumière dans des directions qui permettent d'atteindre le capteur. Et puis même pour les opticiens, faire de telles formes en modeling, ça serait quand même beaucoup de temps. Et donc là, on perd pas de temps à itérer parce qu'on connaît pas soit les lois de l'optique, soit le modeling de manière vraiment robuste. Donc toujours sur les outils de conception automatisés, donc là, on va s'intéresser à une source lumineuse qui éclaire un capteur d'intensité qui est positionné en face. Et on va vouloir collimater, donc focaliser un peu plus la lumière vers le centre du capteur grâce à une pièce optique. Si on n'a pas de pièce optique et qu'on envoie la lumière directement de la source jusqu'au capteur, on n'arrive pas à maîtriser vraiment la direction dans laquelle la lumière part. C'est assez éparpillé. Donc là, on va vouloir créer un réflecteur autour de cette source pour arriver à mieux focaliser la lumière vers la cible. Donc là, vous voyez qu'en 2 clics, on arrive déjà à créer une surface très complexe avec plein de petits coussinets. Donc cette forme-là, à nouveau, on lui affecte un matériau, on la met dans une simulation et on est prêt pour voir son efficacité. Là, à nouveau, je relance la simulation et j'insiste, hein, c'est vrai, quand on fait ce genre de simulation, c'est très rapide. Là, c'est fait sur un laptop. Et on voit direct que comme ça, on arrive à focaliser la lumière dans une direction grâce à ces outils-là, sans ayant changé pratiquement aucun paramètre. Et donc, on peut toujours monter en complexité hein, si on veut que certaines facettes de notre réflecteur aient des propriétés différentes, si on veut que certaines des facettes dévient la lumière dans une direction un petit peu différente, on peut aller sélectionner ces faces-là, donc là, ou même créer des groupes de faces, et dire que celles-ci vont avoir des propriétés différentes. On peut faire du complètement par défaut et très rapidement monter en complexité en ayant la main sur les bons paramètres qu'on cherche à adapter.
Donc si dans la suite on cherche à comprendre un petit peu à quel point chaque face ou chaque groupe de faces a un rôle sur la direction dans laquelle la lumière sort de cette pièce optique, on a aussi donc des outils qui permettent de bien comprendre et de filtrer la lumière en fonction de leur filtrer les rayons en fonction de leur dernière face percutée, donc ou de leur dernier groupe de faces percutées. Donc là, à nouveau, je vais pouvoir tracer le chemin des rayons des sources jusqu'au capteur. Mais à côté de ça, je vais pouvoir demander les rayons qui sont passés par une face bien spécifique. Là, comme ça, je peux vraiment comprendre quel rôle a chaque géométrie dans la déviation de mes rayons lumineux. À chaque fois que je change de groupe, le logiciel ne m'affiche que les rayons qui sont passés par ces faces-là, des sources jusqu'au capteur. On peut le filtrer selon plein de manières différentes. Donc, ces outils de conception interagissent très bien avec les outils d'aide à la compréhension des chemins optiques. Et donc enfin, si ces outils de conception automatisés ne nous permettent pas de concevoir les formes qu'on cherche à ajouter à nos systèmes, on a toutes les fonctions de scripting donc en Python d'ANSYS PEOS qui vont permettre de créer des formes beaucoup plus complexes. Donc en ce moment, on voit une tendance avec les lentilles freeform, donc qui sont des lentilles avec des formes complètement beaucoup plus libres que ce qu'on voit de manière classique dans les lentilles. Et donc là, on peut avoir des scripts qui créent des lentilles qui s'appuient sur des courbes, donc des splines, et qui vont du coup dévier la lumière dans des directions bien plus complexes que les lentilles classiques. Donc là, j'ai créé un script qui crée des courbes, donc des splines qui passent par des points de passage dont on a créé des paramètres, sur lesquels on a créé des paramètres. Et donc là, on va pouvoir vraiment créer des formes qui envoient la lumière dans des directions bien plus complexes que des lentilles classiques. Donc ça donne vraiment la flexibilité aux personnes qui veulent se lancer dans le développement de routines de conception, d'encapsuler vraiment tout un processus de conception géométrique dans un script et de voir directement le résultat dans une vue 3D. Donc ça rajoute pas mal de flexibilité et c'est des tendances qui se dessinent même au-delà du secteur de l'optique, même quand ça va être de chaîner, automatiser des tâches de simulation pour faire des formes qui sont vraiment plus customisées. C'est le genre de choses qu'on est capable de faire grâce à ANSYS PEOS. Donc voilà un petit peu pour les démonstrations dans le logiciel. Maintenant, je vais peut-être vous repasser la main à Julien pour qu'il vous explique comment nos clients ils utilisent ces fonctions-là donc sur leur projet. Donc là, on avait des exemples qui se veulent volontairement simples dans le cas de démonstration. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à comment nos clients ils utilisent ces outils-là. Donc Julien, je te repasse la main. Ok, merci. Vous pouvez voir l'écran ? Oui. Ok. Donc effectivement, suite à cette session de démonstration, je vais passer une dizaine de minutes à illustrer comment certains de nos utilisateurs aujourd'hui utilisent les solutions. Alors, on va commencer par le domaine de l'éclairage, donc de l'esquisse à l'expérience de réalité virtuelle. On offre des solutions basées sur la simulation. Encore une fois, pour digitaliser, virtualiser le process de création et de validation dans son entièreté. Je vais juste commencer par mentionner quelques références dans le domaine de l'éclairage que vous pouvez voir ici. Donc, on voit que de l'éclairage spécialisé en passant par les éclairages normés comme le lighting extérieur ou les grands acteurs de l'éclairage général type anciennement Philips, donc Signify, Citeco, etc., voire les fabricants de composants, on a des cas d'utilisation. Alors, que font nos clients, nos utilisateurs aujourd'hui avec Speos? Donc, comme on l'a vu dans les démos de Marin, déjà la base, c'est d'utiliser Speos comme un laboratoire de photométrie virtuelle. Donc, à partir d'un design 3D, de pouvoir valider
les performances du luminaire. Donc typiquement, dans l'éclairage, comment, à partir du design, sortir une carte d'éclairement, valider les couleurs, avoir un fichier de sortie type Elumdat ou IES qui peut ensuite être utilisé dans un logiciel d'architecture lumière. Donc ça, c'est vraiment la base des fonctionnalités de base, j'ai envie de dire, qui vont permettre d'éviter des allers-retours de prototypes au laboratoire de photométrie. On va tout simplement diminuer le nombre de protos et de mesures pour à la fois économiser, réduire le temps de développement et également pouvoir passer plus de temps à innover. Alors, comment on arrive au design, par contre, du luminaire avant de faire sa simulation? Effectivement, il y a plusieurs méthodes. Donc, comme on l'a vu avec les démos de marins précédemment, il y a l'utilisation des capacités soit de modeling, soit du module optical par design, donc qui crée automatiquement des composants pour créer et optimiser les composants lumineux, les réflecteurs, les freeforms, etc. Ça, c'est une première possibilité. Bien évidemment, on peut connecter tous ces designs à des outils d'optimisation où on va paramétrer les points de contrôle pour les mettre dans une boucle d'optimisation et puis laisser par optimisation itérative le logiciel chercher le meilleur jeu de paramètres mécaniques. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième, et on a vu que certains fabricants de composants type LED, lentille, réflecteur utilisent Speos. Aujourd'hui, Speos a également des outils nécessaires pour favoriser l'échange de données, donc des Speos composants, tout en préservant la propriété intellectuelle du fournisseur. Donc aujourd'hui, si votre fournisseur de composants utilise Speos, il peut vous fournir un modèle Speos de ces composants sans dévoiler les formes de ces composants. Il ne le fera jamais. Il ne vous donnera jamais un fichier CAO ou un fichier STEP très précis, étant donné que son intelligence, sa propriété intellectuelle, pardon, est incluse là-dedans. Par contre, il peut encapsuler tout ça dans ce qu'on pourrait appeler une boîte noire qui permet d'être utilisé pour la simulation et assembler virtuellement des luminaires de manière très rapide et très efficace. Donc on voit, c'est également valable pour les composants type diffuseur ou composants anti-glaire, anti-éblouissement. On va également retrouver beaucoup d'utilisation et de capacité grâce à l'automatisation des simulations sur tout ce qui est tolerancing, tolérancement, tant sur les formes et les déviations, par exemple en sortie de moule, que sur des tolérances sur les alignements des optiques. Donc, quelles sont les conséquences sur la photométrie? C'est pas envisageable de ne pas maîtriser ces tolérances et d'avoir des luminaires qui ne passeraient pas les normes parce que les tolérances ont été mal maîtrisées ou mal spécifiées. Encore une fois, la simulation va aider sur ce domaine-là. Un autre aspect très important, c'est la couleur. Ici, on voit des défauts d'un luminaire qui envoie de la lumière jaune et de la lumière blanche sur le côté. Ici, c'est une simulation. Encore une fois, Speos, avec des modèles de LED précises, des fichiers de rayons très précis, va permettre de simuler ces aspects-là. Qui sont pas forcément faciles à détecter sans prototype. Et même quand on a le prototype, pour les détecter, il faut se mettre dans des configurations de visualisation assez spécifiques, pas toujours faciles à remettre en œuvre. Donc, encore une fois, la simulation va permettre de faire ça de manière très aisée. Tout ce qui est détection des lumières parasites. Alors, on a vu en France et de manière générale sur le marché européen l'évolution des normes qui sont de plus en plus restrictives envers la pollution lumineuse. Typiquement, aujourd'hui, modifier des luminaires pour qu'ils passent cette nouvelle norme, développer des luminaires pour qu'ils n'engendrent pas de lumière parasite qui remonte vers le haut, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours non plus facile de détecter et de comprendre pourquoi on a cette lumière parasite. Aujourd'hui, avec la simulation, avec le tracé de rayons, on va de manière très facile
capter et comprendre pourquoi on a cette lumière parasite et savoir où il faut agir sur quels composants, en changeant la forme, en changeant les propriétés optiques, on va pouvoir diminuer cette lumière parasite et passer la norme. Et là, on n'a pas le choix, hein. Il faut vraiment passer la norme. Donc, on ne peut pas se permettre de entre guillemets, louper des marchés parce qu'on a des problèmes face à la norme. Il faut être réactif, être capable de traiter et de comprendre tout ça. On a également des cas d'utilisation sur des luminaires qui sont beaucoup moins techniques, comme on peut le voir ici. Je cacherai ici bon bah ici on a un fabricant de luminaires vraiment grand marché au logo vert et bleu, donc pas des spécialistes de la lumière mais qui veulent maîtriser leurs produits lumineux. Aujourd'hui, ils ne travaillent pas sur les formes mais plus sur les matières. Donc ils vont également utiliser Speos, la simulation, pour valider les ombres, les contrastes, quelle épaisseur, quelle matière utiliser pour atteindre un style acceptable. Et ici, comme on l'a vu dans la démo de Marin, le calcul GPU est vraiment un accélérateur de prise de décision. On n'attend pas des simulations qui sont longues. De manière instantanée, on va pouvoir modifier des formes, des épaisseurs, des matériaux et itérer très rapidement pour prendre des décisions de manière quasi interactive sur ces choix. Donc, encore une fois, ici, le GPU peut vraiment nous aider à faire la différence et à révolutionner la manière dont on va développer des produits. On va également aujourd'hui de plus en plus vers la réalité virtuelle et placer l'humain au cœur de l'éclairage. Donc faire un luminaire qui passe la norme, c'est bien. On voit sa figure d'éclairement, c'est bien, mais vérifier si l'humain va être placé dans des configurations confortables, c'est également important. Donc ici, on va voir l'exemple, par exemple, de dehors. Même si tous ces luminaires-là passent les normes, on peut offrir une expérience immersive pour challenger le design, challenger la mise en lumière, tant sur les quantités de lumière que sur les couleurs, et s'assurer qu'on crée des environnements lumineux sympathiques, efficaces, meilleurs que les autres, et faire la différence avec son produit et la manière d'implanter son produit. Ici, dans le même exemple dans une rue. Voilà, on va pouvoir également driver des discussions avec ses clients, ou positionner les luminaires, quelle couleur choisir, les hauteurs, etc. Donc là, ça permet également de ramener de l'interactivité dans des discussions. Et également, tout le monde parle le même langage. On ne parle pas autour de valeurs, on ne parle pas autour de coordonnées colorimétriques, de choses qui ne parlent pas à tout le monde. Aujourd'hui, quand on va vendre des luminaires pour une collectivité, le maire de la commune, c'est quoi les luxes, c'est quoi les candélas, les couleurs, etc. Tout ça, c'est pas forcément son domaine. Un rendu, une expérience de ce type-là est beaucoup plus parlant et permet de vraiment entretenir des conversations beaucoup plus aisées. Voilà, donc ici, on aura le même cas en intérieur, donc voir tout ce qu'on voit, c'est des simulations faites également avec Speos. Et ici, on voit la comparaison entre des mesures et des simulations. Encore une fois, on voit que Speos est très précis et va permettre de prendre des décisions en toute confiance. On verra demain également comment étendre tous ces use cases au domaine de l'ultraviolet et de l'infrarouge. Aujourd'hui, le domaine de l'éclairage, tant pour des problématiques de désinfection typiquement, ou des problématiques d'horticulture, on va également développer des systèmes d'éclairage qui vont pas être que dans le domaine du visible, mais également dans le domaine de l'invisible.
Et c'est des cas d'utilisation qu'on verra demain lors du second webinaire. Dans le domaine des biens de consommation, on a également pas mal d'utilisateurs qui vont de plus en plus vers l'expérience type rendu et non pas seulement design des composants mécaniques. Des composants optiques, pardon. Ici, quelques exemples d'utilisation et d'utilisateurs de nos solutions, donc dans l'électroménager, dans le luxe, les biens de consommation. Alors, ça va des use cases, comme on l'a vu avec Marin, de recherche de fuite de lumière et de travail sur les composants lumineux en eux-mêmes, tout ce qui est display et visualisation des écrans. Est-ce que l'information va être lisible, accessible quand on met notre objet type écran sous différentes ambiances lumineuses? Donc là, on va pouvoir travailler sur les niveaux de lumière, sur les traitements anti-reflet, anti-éblouissement, pour, encore une fois, placer l'utilisateur dans les meilleures conditions d'observation. Et des use cases comme des designs de guides de lumière. Donc aujourd'hui, designer un guide de lumière ici, comme pour cette tête d'aspirateur, c'est bien, mais vraiment pouvoir visualiser comment l'utilisateur final le verra, c'est encore mieux. Donc ici, un exemple de rendu de cette tête d'aspirateur. Ici, un exemple intéressant où on n'est pas que sur le style, mais également ici, on a un capteur de présence qui est censé renvoyer une information. Donc ici, on a un guide de lumière dans le domaine du visible. Bien évidemment, il faudra que ce guide de lumière soit visible, allumé, même avec des lumières du jour très importantes. Donc on va avoir besoin de la simulation pour s'assurer que c'est ni éblouissant de nuit, mais c'est illuminé assez de jour pour être vu sous n'importe quelle condition. Et pourquoi je le mentionne, c'est également pour faire la promotion du webinaire de demain dans le domaine de l'infrarouge où on parlera détection. Et ici, on a un cas de capteur infrarouge qui peut également être développé, optimisé grâce à la simulation. Et je finirai avec ce cas, cet exemple-là, où on est sur du rétroéclairage, des petits boutons à éclairer. Donc clairement, ici, on est dans une organisation de R&D sans ingénieur opticien, mais on voit que l'ingénieur optique, la qualité perçue des produits est au cœur du cycle des contraintes de développement, et à la fois les électroniciens, les mécaniciens et les designers sont impliqués. Donc il faut un produit qui soit facile à designer, économique, donc pas trop de LED, qui respecte certaines contraintes mécaniques en termes d'épaisseur, mais également des contraintes esthétiques en termes d'homogénéité, etc. Donc la simulation optique ici est au cœur de tous ces métiers, et Speos peut être utilisé par des mécaniciens, par des designers, en tous les cas par des non-optical experts. C'est ce qu'on s'applique à faire. Et on voit avec ce type d'exemple qu'il va aider ces différents corps de métier à travailler ensemble pour intégrer le mieux du monde les LED et les composants optiques. Donc on commence avec des tracés de rayons qui permettent à des non-experts de comprendre simplement, facilement comment la lumière voyage dans un système, pour ensuite valider les performances comme on a pu le voir tout au long du webinaire aujourd'hui. Et ensuite, et ici, ce qu'on voit, c'est des simulations être capable de valider que sous certaines ambiances lumineuses, encore une fois, le produit va être vu, visible, et également avoir un style acceptable pour être implémenté pour son usage final. Donc ici, on voit que si on le place sous différentes ambiances lumineuses, à la fois le rouge, le vert est vu et l'information est accessible. Voilà. Et je finirai également avec d'autres use cases où on vient simplement illuminer
de manière de manière très précise des produits pour vraiment s'assurer que on met en valeur le produit. Donc là, on voit que dans les domaines de la cosmétique, du white goods ou du luxe, on a des use cases sur comment respecter la combinaison lumière-matière pour respecter la couleur de la marque, typiquement. On a eu des cas, des cas où un fabricant de vélo nous a expliqué qu'il avait développé une peinture sous néon, il avait validé sous néon blanc, un super vert métal, etc. Quand ils l'ont mis en rayon, dans les points de vente, c'était pas le même système d'éclairage qu'ils avaient au labo et la couleur n'était pas restituée comme il le voulait. Ça a eu un impact direct sur les ventes de ce produit. Encore une fois, ici, la simulation peut aider à s'assurer qu'on prend les bons choix et qu'on quantifie pourquoi et comment on accepte certaines combinaisons lumière-matière. Et je finirai en redonnant la main à Marin sur le côté unique de Speos en termes de simulation de la lumière grâce à ses connexions aux autres produits de la famille ANSYS pour amener une expérience multiphysique et être capable de simuler les dégradations des performances lumineuses d'un produit qui serait soumis à différents stress et je pense principalement au stress thermique quand on a des déformations des formes optiques. Ça peut en avoir un impact irréversible sur certains passages de normes des composants optiques. Voilà, Marin, je te redonne la main. Ça marche. Merci beaucoup, Julien, d'avoir présenté ces cas d'application d'ANSYS Speos. Donc, pour continuer à présenter un petit peu illustrer un petit peu en fait la simulation multiphysique qu'on va pouvoir mettre en place en connectant ANSYS Speos avec le reste de la grande famille des logiciels de simulation ANSYS. Donc, on va s'intéresser à un petit cas d'étude où on aurait une LED qui émet de la lumière dans un réflecteur pour envoyer de la lumière sur un mur. Donc, un plafonnier assez simple. Et donc, on va essayer de voir comment, très simplement, ANSYS Speos nous permet de prendre en compte l'échauffement de tout le système optique pour voir les répercussions que ça a sur l'éclairement du mur. Donc voilà le système globalement, hein, c'est très très simple. Et puis donc l'éclairement sur le mur, on est capable de le simuler en quelques minutes avec ANSYS Speos. Mais surtout, ce qui va nous intéresser pour poursuivre l'analyse multiphysique, c'est d'aller relever une densité de puissance absorbée par le réflecteur. Donc, on peut considérer que la puissance lumineuse absorbée, elle va être transformée en chaleur qu'on va pouvoir émettre dans une analyse statique, dans une analyse thermique, puis une analyse statique. Donc, tout ça, c'est rendu possible grâce à la plateforme Workbench, qui est un peu le chef d'orchestre des produits ANSYS, qui permet vraiment d'aller interconnecter toutes les physiques. Donc, en jaune, j'ai entouré les physiques qui relèvent plutôt de l'optique. En rouge, on a la thermique qu'on vient connecter à de la statique. Puis à nouveau faire un dernier calcul optique. Donc on va, à partir d'une simulation optique initiale, on va exporter une densité de puissance qu'on va pouvoir venir réimporter comme flux de chaleur, comme chargement thermique du coup dans une analyse thermique, pour pouvoir calculer des déformations d'origine thermique grâce à une analyse statique et du coup réutiliser une géométrie déformée dans une analyse statique. Donc la première étape, c'est l'analyse thermique, dans laquelle on va simplement importer dans l'espace cette densité de puissance qu'on va pouvoir venir cartographier sur la géométrie du réflecteur. Et donc, de cette analyse, on obtient un champ de température. Sur la capture en bas à droite, vous voyez la répartition des températures sur le réflecteur auquel on s'intéresse. Et donc, à nouveau, ces températures, on va venir simplement tirer un connecteur dans ANSYS Workbench pour donner ça, pour fournir ça à une analyse statique. Donc, simplement, pour connecter les physiques, c'est très simple. On tire juste des câbles entre les différents blocs, des câbles virtuels, bien sûr. Et de ces analyses statiques, on en obtient une géométrie de réflecteur déformé. Donc, cette géométrie de réflecteur déformé, on l'exporte très facilement pour venir la réintégrer dans Speos et ainsi comparer l'éclairement nominal à l'éclairement une fois que le système s'est mis à s'échauffer. Donc, c'est particulièrement pertinent, ces genres d'analyses, pour les systèmes qui sont de plus en plus compacts et dans des environnements clos, donc dans lesquels on va avoir tendance à avoir des échauffements. Donc, selon les fonctions que le produit doit assurer, ça peut avoir des conséquences plus ou moins graves. Dans ce cas, c'est simplement l'éclairement qui est moins homogène.
donc moins esthétique. Mais si c'est un phare de voiture qui n'éclaire plus la zone qu'il doit révéler parce qu'il a trop, les composants optiques ont trop chauffé, donc ça a distordu un petit peu les zones d'éclairage, ça devient tout de suite plus grave. Donc voilà, ça c'est des genres d'analyse multiphysique qu'on fait de manière très fluide grâce à la plateforme ANSYS Workbench. Donc je vais pouvoir conclure après ce petit mot sur les capacités étendues sur la simulation multiphysique. Donc on a vu les avantages de créer des prototypes virtuels grâce à la simulation optique dans ANSYS PEOS afin de faire tout simplement moins de prototypes physiques, et puis aussi grâce à nos cas d'études de nos clients présentés par Julien. Ces avantages, en fait, ils découlent directement du fait que SPEOS permet de faire des mesures optiques quantitatives vraiment très précises. Et comme un laboratoire, il faut voir ça comme un laboratoire de photométrie virtuelle. On a son goniomètre virtuel, son luxmètre virtuel, même d'autres outils de mesure dans SPEOS dont on n'a pas l'équivalent en laboratoire. Donc les mesures se font vraiment très simplement. Et puis après, au-delà de cet aspect quantitatif, le fait d'être capable de générer des images de synthèse physico-réalistes, donc qui sont bel et bien basées sur les lois de la physique, ça permet aussi de prédire comment les produits qu'on développe vont être perçus dans leurs conditions d'observation. Et donc, en face de ces images de synthèse, on pourra donner des critères quantitatifs pour définir les performances optiques qu'on attend d'un produit ou même des critères d'esthétisme. Donc, par exemple, donner une valeur de contraste pour qualifier l'homogénéité qu'on attend d'un produit. Puis enfin, donc, pour optimiser ces conceptions optiques, on a vu comment SPEOS donne les outils qui permettent de comprendre comment la lumière voyage en filtrant très intelligemment les rayons qui nous gênent ou dont on aimerait reproduire le chemin. Et puis on peut aussi donc partir d'un point de départ déjà favorable en se servant des outils de conception optique intégrés à ANSYS SPEOS. Donc tout ce qui va être création de guides de lumière, de réflecteurs, et puis il y a bien d'autres composants optiques qu'on peut créer que je n'ai pas présenté. Et puis si on veut aller encore plus loin, on a toujours les fonctions de scripting Python qui permettent d'encapsuler un processus de conception optique dans un script qu'on peut déployer que les experts en scripting peuvent déployer aux collègues sans qu'ils aient besoin de connaître le scripting. Et puis ça peut aussi permettre d'automatiser des tâches de simulation répétitives. Et donc enfin, PEOS, ça s'inscrit dans l'écosystème de simulation multiphysique d'ANSYS. Vraiment, ANSYS, il y a beaucoup d'autres logiciels de simulation pour toutes les physiques qui permettent de très facilement coupler l'optique à la thermique et à la statique. Donc c'est d'ailleurs des physiques sur lesquelles ANSYS est depuis longtemps leader. Donc j'en ai fini pour cette conclusion. J'en profite juste pour si vous êtes intéressé par vous former à l'avenir sur ANSYS PEOS, on donne une formation interentreprise en novembre. Et puis on a toujours la possibilité de mettre en place une formation spécifique pour vos besoins de toute l'année. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez qu'on mette au point un planning de formation à ce propos. Donc on a un petit peu dépassé, mais je vais quand même m'autoriser 5 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à les poser dans le chat, c'est le moment. Et puis voilà, je vais en prendre 2-3 avant qu'on termine. Ok, donc il y a une question qui est venue. Donc la première, c'est est-ce qu'une librairie matériaux est inclue avec le logiciel? Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des matériaux, mais en effet, le volet matériaux dans la simulation optique, c'est vraiment central. Et bien sûr, donc SPEOS vient avec une librairie de matériaux qui ont été mesurés par les équipes de SPEOS en laboratoire et qui est téléchargeable sur le portail client pour pouvoir les réutiliser dans le logiciel. Alors, je balaye un petit peu. Est-ce que le logiciel est intégré à d'autres outils de CAO que celui que vous nous avez montré? Alors, la réponse est oui pour NX et pour Creo, donc deux logiciels de CAO très répandus. Et donc, vous retrouverez direct tous les outils d'ANSYS PEOS dans ces deux logiciels de CAO-là. Et pour les autres solutions, là, on va plutôt importer ces géométries dans ANSYS PEOS et on pourra toujours mettre à jour les modifications qu'on fait dans son autre logiciel CAO en un seul clic. Et donc, il y a un lien très fluide qui existe. Donc, ça se fait très bien, quel que soit le logiciel de CAO qu'on utilise. Allez, je vais en prendre une dernière. Quels sont les temps de calcul pour les simulations optiques? Donc ça, la réponse dirait que en fait, tout va dépendre du type de simulation qu'on lance. Si c'est de la simulation photométrique, où on va juste relever par exemple la direction dans laquelle les rayons sortent d'un système
Donc, vous avez vu dans les démonstrations, ça se fait en quelques minutes, même pas, sur 4 cœurs. Hein. Et puis après, c'est dès qu'on va faire des images de synthèse que là, souvent on a besoin de plusieurs heures et de plus de cœurs pour générer des images bien définies et exploitables. Mais donc, les produits SPEOS, ils sont bien sûr accompagnés de toutes les solutions HPC d'Ansys. Donc, tout ce qui va être gestionnaire de queue, package de jetons HPC, parallélisation des calculs. Tout ça, ça vient avec les outils Ansys, donc avec tous les services de simulation aussi qu'on est capable de vous conseiller. Je crois qu'on va s'arrêter là. Pour les questions qui restent, on vous recontactera directement par mail pour répondre à celles qu'on n'a pas pu traiter aujourd'hui, parce qu'on a déjà dépassé de 5 minutes. Donc, à nouveau, hein, cette session a été enregistrée, donc vous pourrez la retrouver sur notre page YouTube et les slides de la session vous seront transmises, ainsi que donc, la vidéo. Et je vous rappelle que il y a un autre webinaire demain qui sera consacré à la lumière invisible cette fois-ci. Donc tout ce qui va être développement de capteurs. Et puis jeudi, on a une dernière session sur la photonique. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire si vous êtes intéressé par ces sujets-là. Je vous remercie chaleureusement d'avoir participé à ce webinaire. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'autres informations sur les logiciels qu'on vous a présentés. Merci beaucoup. Au revoir.